Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans State of Food. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ravaille, qui est un expert reconnu des politiques publiques européennes et qui est donc un avocat. Bonjour. Aujourd'hui, je suis contente, on va parler d'Europe, un sujet qu'on a un petit peu abordé légèrement avec Christiane Lambert il y a quelques temps. Mais en fin de compte, une grande partie de ce qu'on mange se décide en Europe. Et alors aujourd'hui, moi, je suis super contente parce qu'on reçoit... Enfin, je suis toujours très contente en vérité, parce qu'on reçoit Nicolas Ravaille. Et Nicolas, il est reconnu pour être un expert des politiques européennes dans tout ce qui va être influence, intelligence économique. Il est avocat. Il est entre Paris et Bruxelles et en fin de compte, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels en France et dans les institutions européennes. Et c'est à ce titre que je vous reçois aujourd'hui et direct parce que l'actualité est là. On est en janvier quand on enregistre ce podcast. Il faut que les gens le sachent. Et bien en fin de compte, aujourd'hui, c'est les manifestations des agriculteurs à Paris. Et ils manifestent pour les accords du Mercosur, enfin contre les accords du Mercosur. Est-ce qu'ils ont raison de manifester, Nicolas? Est-ce qu'ils ont raison de penser que cet accord n'est pas bon pour eux? Bonjour et merci pour votre invitation. Moi, je suis ravi de pouvoir échanger puis d'avoir du temps Voilà. pour parler de ces sujets. Oui, ils ont raison, les agriculteurs. Ils ont raison de ne pas être contents, ils ont raison d'avoir peur, ils ont raison de considérer qu'ils ne doivent pas être une variable d'ajustement des accords conclus par l'Union européenne pour d'autres objectifs. Alors, il ne s'agit pas d'être fâché avec les pays du Mercosur, qui sont plutôt des alliés stratégiques pour l'Union européenne. Il ne s'agit pas non plus de jouer l'agriculture contre le reste de l'industrie. On a quand même la première des considérations, le sentiment que pour vendre des voitures allemandes en masse, encore plus qu'il ne s'en vend en Amérique latine, on va céder sur les intérêts agricoles de la France, un peu de l'Italie et de la Pologne ou d'autres pays. C'est un peu vrai, mais c'est aussi beaucoup plus complexe. D'abord parce que nous aussi, Français, on peut avoir des intérêts industriels et autres à défendre dans le Mercosur et qu'il ne faut pas les négliger. C'est plus un problème de négociation, de prise en compte de l'agriculture. Ce n'est pas le fait de passer ou de ne pas passer un accord. C'est d'avoir un bon accord qui tient lieu et prend en compte les intérêts de notre agriculture qui, disons-le cash, subissent en plus une concurrence totalement déloyale. On risque d'importer dans l'Union européenne des produits qui ne sont pas autorisés à la production chez nous. Il y a les problématiques des clauses miroirs. Ça, c'est pas juste. Donc, moi, j'aime pas la concurrence déloyale et encore moins quand elle se fait sur le dos des nôtres. Mais alors, est-ce que là, on va rentrer, enfin, on est déjà directement dans le vif du sujet, mais en fin de compte, est-ce que ça n'interroge pas aussi sur la place de la France à l'Union européenne, c'est-à-dire de ne pas réussir à imposer que notre agriculture soit mieux défendue au profit des voitures allemandes ou d'autres produits qui sont exportés vers l'Amérique du Sud, mais qui pourraient être exportés vers ailleurs? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se faire entendre au niveau européen? Parce qu'on entend bien Emmanuel Macron qui dit ouais, non, mais je suis pas d'accord, mais on voit bien que Angela von der Leyen, oui, c'est ça, Ursula von der Leyen court en Amérique du Sud. Je sais pas, il doit faire peut-être plus chaud qu'en Europe pour signer absolument cet accord de manière très vite. Pourquoi cet empressement sans pour autant essayer de faire au mieux pour tous les membres des États européens? Il n'y a pas que les Allemands et les gens qui exportent qui peuvent être intéressants. Mais est-ce que nous, Français, on va exporter dans cet accord? Il y a des choses intéressantes pour nous dedans. Je vous parle même pas de l'importation, mais juste de l'exportation. Est-ce que franchement, il y a des choses intéressantes pour nous là-dedans? Bon, merci d'abord, Sandrine, de rappeler que l'Europe, c'est aussi nous. Ouais. On a tendance à l'oublier. De temps en temps, on pourrait se demander si on en est membre. Ouais. Mais c'est aussi nous, et surtout, ça va s'imposer à nous. Et c'est pour ça que c'est si important. Alors, Ursula von der Leyen a quand même dû annuler son billet d'avion, en tout cas son trajet en avion qui était programmé pour décembre, où elle espérait
que cet accord soit été signé. Et l'Italie, qui bloquait, comme la France et la Pologne, la ratification de l'accord négocié par la Commission européenne, quand même négocié, je crois, depuis 24 ans. Hein. Ouais. Donc c'est quand même un truc... c'est un serpent de mer. Ouais, et qui nous poursuit. Néanmoins, on ne peut pas vraiment considérer non plus que ça fait 24 ans qu'on négocie la même chose. Ouais. Enfin, en 24 ans, tout ça change, les réalités changent. Les enjeux sont moins géopolitiques, pratiquement pas pour l'Union européenne, c'est de la géoéconomie, c'est du business. Et quand l'Union européenne signe des accords, c'est qu'elle espère être gagnante. Le problème, et c'était très bien de le rappeler ainsi, merci, c'est qui dans l'Union européenne et quoi. Donc, très clairement, les agriculteurs, ils sont les premiers exposés, les premiers qui peuvent subir un impact. Aussi d'ailleurs, et c'est la responsabilité de l'Union européenne, mais de la France, parce que nous, on n'est pas assez stratégique avec notre agriculture. On produit, mais on ne transforme pas assez, on ne valorise pas, on ne garde pas assez la marge. Et ça serait une source d'export. C'est un peu la différence quand même entre la France et l'Italie. Une Italie qui est plus stratège en matière agroalimentaire que n'a tendance à l'être la France. Et ça, c'est dommage. Il faut aussi se saisir des politiques européennes, des enjeux européens, être capable de les réorienter pour moins exposer nos agriculteurs, faire en sorte qu'ils conservent leur marge, qu'ils valorisent et donc qu'ils puissent bénéficier de cette performance. Juste sur cet accord et le fait qu'il puisse être ratifié maintenant, alors qu'en décembre, ce n'était pas possible, Ursula von der Leyen a fait un effet d'annonce annonçant 45 milliards pour les agriculteurs, mais enfin, il faut quand même savoir que cet argent-là, il ne sort pas de nulle part. C'est au titre de la programmation des fonds européens. Les fonds européens, ça marche par période de 7 ans. On appelle ça les perspectives financières. Il y a une programmation post-2028. On ne va pas mettre plus d'argent pour l'agriculture. On va juste prendre de l'argent aux autres politiques, les politiques qu'on connaît sous le nom des FSE, FEDER, donc ce qu'on appelle la politique régionale, la politique structurelle de l'Union européenne, et on va l'attribuer à l'agriculture en anticipant peut-être un peu certains paiements, mais de nouveau, c'est pas malin, quoi. On en déshabille un pour habiller l'autre, et on joue pas forcément de plus stratège. C'est censé amadouer. L'Italie avait annoncé qu'elle était prête à pouvoir ou vouloir ratifier, mais que les conditions n'y étaient pas. Donc, entre la France et l'Italie, on est en train de s'arracher la victoire sur les 45 milliards. Mais enfin, c'est une victoire à la Pyrrhus et ça ne doit surtout pas démobiliser les agriculteurs. Ce n'est pas ça qui changera le problème du fond. Ils ont raison, ils veulent vivre de leur travail. Ils ne veulent pas vivre de subventions ou de bricolage budgétaire européen. Alors, c'est mieux pour eux d'avoir un peu plus d'argent dans les perspectives financières, mais enfin, franchement, c'est pas une panacée, c'est pas ça qui doit donner la compétitivité économique mondiale. Parce que moi, je m'interroge aussi de me dire, j'ai lu un article en langue anglaise qui expliquait que les agriculteurs des pays du Mercosur, ils n'étaient pas non plus à fond pour ce truc-là, parce que qui c'est qui est toujours gagnant, c'est ceux qui ont l'argent pour exporter. Le petit agriculteur local, il n'est pas vraiment concerné par ce type d'accord. Donc, en définitive, est-ce que c'est pas aussi, que ce soit en Europe ou ailleurs, toujours la défense c'est toujours des accords qui vont défendre des gros agro-industriels, mais pas vraiment le petit agriculteur. Lui, il voit pas passer ces choses-là. Il n'est pas concerné par ça, mais il le subit, en définitive, parce que les gros, eux, ils font du business, quoi. Ouais, on a la même problématique dans l'Union européenne que certains producteurs, et en plus des producteurs qualitatifs dans le Mercosur. En fait, on va aider en Amérique latine quasiment ce qu'on dénonce, nous, les Européens. On a ceux qui déforestent, ceux qui font de la malbouffe, ceux qui utilisent des engrais qui sont interdits chez nous, c'est ceux-là qu'on aidera à pénétrer nos marchés, mais les autres n'auront pas de compétitivité, effectivement, pour atteindre nos marchés. Le monde agricole européen, il est divisé aussi. Il y a des gros producteurs, des gros transformateurs qui, eux, ont intérêt au Mercosur, et puis ça dépend aussi des filières. Production bovine, elle est plus exposée que d'autres, quoi. Ça, c'est évident. Du coup, je me demandais si on essayait de faire un peu un scénario fiction. Cet accord se signe. Allez, on dit que ça y est, on arrive à faire sécher l'encre et l'accord se signe. C'est la probabilité quand même. Ça se décide demain matin. Voilà, donc, mais un jour ou l'autre, on va y arriver, même si on arrive à machin. C'est quoi le danger pour nous? Et en fin de compte, on fait une partition entre les gros et les petits. C'est quoi le danger pour notre agriculteur? C'est quoi le scénario pour l'agriculteur demain?
Le scénario, c'est qu'il va subir une concurrence déloyale, donc il faut l'en protéger, ce qui veut dire ne pas renoncer. C'est pas parce qu'on signe un accord que c'est coulé dans le marbre à vitam aeternam, même si clairement dénoncer le Mercosur après l'avoir ratifié, ça va pas être quelque chose de simple. D'ailleurs, il y a plusieurs États membres, dont l'Allemagne, qui peuvent avoir la tentation d'essayer de nous fâcher, de dire c'est la France le mauvais élève, c'est la France qui vous aime pas, mais c'est pas vrai. Il faut envoyer ce message. Est instrumentalisé aussi le fait que la France aura un double langage, qui serait en fait pour l'accord, mais qu'oserait pas l'assumer à cause de ses agriculteurs. Mais on n'a pas accepté ce genre de propos, vrai ou faux. La France, c'est la France et elle a à défendre ses intérêts en Europe et via l'Europe dans le monde. Et ça veut dire aussi et surtout protéger nos agriculteurs. Ce qui veut dire continuer à la fois contester ces logiques-là, comme les logiques, il n'y a qu'en Europe où on pense que les prix agricoles, c'est le marché qui les fixe partout ailleurs. Ils aident les leurs, ils font des aides, ils régulent. Et nous, on est dans une espèce de fausse naïveté. Hein. C'est juste parce qu'il y a des gagnants et des perdants dans cet agro-business. Ouais. Donc il faut faire ça, mais s'il est ratifié, on ne peut pas faire non plus comme s'il existait, puis c'est foutu, on baisse les bras, on démissionne, on n'est plus là. Donc il faut maintenant s'organiser en France, entre Français. Voilà, là c'est le mot Nicolas, il faut s'organiser. Et là on voit bien, alors j'ai peut-être un mot qui est difficile, et à mon avis, là ensuite tu vas avoir 12 millions de commentaires en post. Est-ce qu'il n'y a pas nos filières, est-ce qu'elles n'ont pas baissé les bras quand on voit en fin de compte leur peu de présence? Ils disent qu'ils font du lobby, mais ils font pas de l'influence. Moi, je fais la différence entre les deux. Quand on voit une représentation si faible en Europe de nos filières, d'accord ou pas d'accord? Ben ouais, l'influence, c'est pas de l'agitation, même si de temps en temps, c'est pas forcément inutile, et de même la contestation. Le premier sujet qui est le mien. Moi, je suis avocat, je travaille le droit, et dans le droit, en amont du droit, il y a des stratégies politiques, il y a toujours de l'expertise, il y a de la prospective, et c'est ce que vous produisez, et c'est hyper stratégique, c'est fondamental. Il faut retrouver une capacité d'analyse stratégique, de prospective. Alors moi, je suis pas hyper spécialiste, je suis pas prospectiviste comme vous dans ce domaine-là, mais en revanche, cette production-là, elle est extrêmement nécessaire parce que c'est ce qui nous donne la vision stratégique que nous, ensuite, on va défendre dans les financements européens, dans la législation européenne et dans les stratégies de long terme ou de court terme qui sont définies par l'Europe. Et l'Europe, ça décide de tout, en intramuros européen, mais aussi des accords que nous avons avec les pays tiers, et donc de ce qui est juste, pas juste, loyal, pas loyal, et que vont se prendre plein de poires nos agriculteurs si on ne les protège pas. Moi, il y a deux choses que je vois en tant que dans mon métier. C'est cette peur, en fin de compte, qu'ont nos filières quand on vient leur présenter de la prospective, parce qu'ils sont persuadés que ça va leur arriver. Enfin voilà, il y a des scénarios, on peut les travailler, enfin, on peut... Mais en fin de compte, c'est ce manque d'anticipation qu'on a en France que je ne vois pas dans les autres pays où vraiment ils sont dans le business, ils sont dans l'anticipation. On va en parler tout à l'heure, on va parler d'Egalim qui a été attaqué, on va parler du grand réveil alimentaire d'Annie Genbar. Voilà, on n'est jamais dans l'anticipation. J'ai toujours l'impression qu'on subit toujours de plein fouet et qu'en fin de compte, on a toujours l'air de découvrir les choses, mais assez étonnamment. Ouais, non ? Oui, peut-être au début parce qu'il y avait un accord historique dans l'Union européenne qui disait l'agriculture, c'est un peu pour les Français, et puis l'industrie pour les Allemands. Et on s'est un peu trop reposé là-dessus. La première attaque, sans remonter super loin et faire des analyses. Moi, j'ai été confronté à ce... D'abord, je suis petit-fils d'agriculteur, donc j'ai jamais été indifférent au sort de l'agriculture, comme beaucoup de Français d'ailleurs. On a tous des racines agricoles fortes. Mais indépendamment de mon vécu personnel, complètement par hasard, je me suis retrouvé en commission temporaire d'enquête sur la vache folle au Parlement européen. Il y a des experts britanniques qui venaient nous expliquer qu'on pouvait donner des farines contaminées au saumon, parce qu'on n'a jamais vu la tremblante du saumon. Alors on connaissait la tremblante de la vache. Qui me disait, bon, raconte tout, n'importe quoi.
Et puis, de ces élucubrations scientifiques, moi, j'y connaissais rien, mais enfin, je sais qu'on peut être porteur sain d'une maladie sans la déclencher soi-même. C'était peut-être dangereux. Il fallait faire le tri là-dedans. Nous, on devait faire du droit de ça. Donc, des autorisations, des retraits sur le marché, des attributions de fonds. Les fonds européens, c'est du droit. Hein. C'est réglé par des règlements. Ça, c'est du droit. Et là, le monde agricole français, il a compris qu'il y avait quand même des attaques. C'est-à-dire, ça s'est retourné contre le modèle agricole français. Et il a totalement abandonné ce qui était dans les esprits. On parle souvent d'influence cognitive, de lobbying cognitif. On parle de guerre cognitive par rapport à la guerre informationnelle. Et ce que vous produisez, c'est-à-dire cette réflexion, cette vision stratégique de long terme, elle est décidante parce que c'est ce qui est ancré dans les esprits. Quand on gagne la guerre cognitive, forcément, derrière, on gagne les règlements, on gagne le reste. Donc, les gens comme moi, ils mettent ça en musique, mais on ne produit pas forcément la mélodie, la partition. C'est ce boulot qui manque, qui est en avant. Il fallait réinventer un modèle. On s'est un peu endormi sur nos lauriers, on était dominant, on pensait qu'il y avait la politique des stocks, des régulations de marché. Et puis, à partir de la vache folle, tout ça s'est démantelé et glissé, et c'est pas forcément un mal non plus, vers une logique de protection des consommateurs, mais qui donc s'intéressait moins à la production et plus aux consommateurs, avec assez paradoxalement un volet malbouffe qu'on aurait dû refuser et qu'on a laissé filer. Et à côté de ça, pour le reste, c'est devenu les enjeux de l'agriculture. Ils n'étaient plus en commission de l'agriculture du Parlement européen, alors encore un peu, mais ils étaient surtout en commission de santé et protection des consommateurs, et puis ils étaient en commission du commerce international. Et c'est quand même pas normal que la commission du commerce international décide de notre souveraineté alimentaire en s'en foutant, juste parce qu'on regarde les volumes d'échange. Et puis tout ça, ça s'est fini par le fait qu'on était un pays quand même très productif et que maintenant on importe de la farine d'Allemagne. Donc il y a un problème de vision stratégique à reconstruire, à réancrer dans les esprits, à recréer des référentiels, des modèles sur lesquels des pros du terrain, de la fabrication du droit et du règlement qui génèrent de la subvention, de l'aide directe, de l'accompagnement à la transformation agricole ou autre, sur lesquels ces gens-là vont pouvoir s'appuyer. Et ça, la France, elle a abandonné ce terrain. Elle doit absolument le retrouver. Ça veut dire que pour ça, le monde agricole, il ne doit pas travailler seul. Il doit accepter de s'ouvrir avec des gens qui ont une expertise sur le sujet, qui travaillent aussi les politiques agroalimentaires et la com. Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous, ce qui nous tue, alors moi j'aime bien pas prendre la Chine sur le côté politique, mais sur le côté vision, ou même si on prend la Russie où on sait très bien que la Sibérie va devenir un peu un paradis pour l'agriculture, ils sont déjà en train de venir des cow-boys des États-Unis pour le bétail, pour apprendre, pour faire et tout. Nous, on n'a pas de vision. En vérité, à chaque fois, on fait, on défait, on fait, on défait. Donc on peut comprendre que les agriculteurs, à la fin, ils ont un peu marre qu'on leur chante un peu la chanson. Et au final, on leur fait des promesses de Gascon qu'on ne tient jamais. On n'a pas de vision à long terme. On ne peut pas avoir de vision quand tous les 4 ans, on change de président. Comment on peut avoir une vision, vu qu'en fait de compte, la seule chose que la personne d'après fait, c'est tout changer. Mais c'est quand même la profession. Enfin, c'est les agriculteurs et au-delà, ce qu'on pourrait appeler le secteur agroalimentaire qui doit reconstruire. D'abord, mais ils ne travaillent pas ensemble. Ce travail, et c'est ça le drame. Ils ne travaillent pas ensemble. Et il est très siloté. Il est siloté dans les filières, les interprofessions, il est siloté dans la manière de penser, on ne fait pas bosser ensemble, les prospectivistes, avec les juristes, avec les économistes, avec les financiers, tout ça, ça doit être accompagné, avec les spécialistes des politiques foncières, avec les gens qui travaillent aussi les enjeux de santé, les enjeux d'environnement. Puis avec le politique, c'est de la pluridisciplinarité, et le politique, il est l'incubateur de tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc on n'est que dans la réaction. Et on l'est pas bien. C'est pas un saupoudrage de quelques milliards qui seront complètement balayés par des logiques de marché où nous, on n'aide pas les nôtres et où forcément, on ne sera pas compétitif et on sortira. Alors, quand on promet aux agriculteurs, et je suis passé trop vite tout à l'heure sur le Mercosur, des outils de correction en Europe et que la commission, Mme von der Leyen, a présenté ça comme une première victoire. Non mais là, attendez, moi je suis avocat, je travaille des procédures. C'est pas parce qu'on saisit le juge qu'on a gagné le procès. Donc non seulement les procédures mises en place par la commission, c'est des procédures qui sont complexes,
qui vont demander pas mal d'expertise, donc de coûts aussi. Ce sont des procédures qui sont souvent instruites extrêmement longtemps. Une entreprise, ça peut faire faillite en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Donc, si c'est instruit extrêmement, le temps de l'instruction et pas forcément le temps de la trésorerie d'une exploitation agricole, et on sait combien de suicides par jour, et c'est scandaleux, c'est le premier truc qui devrait d'ailleurs alerter et nous préoccuper. Et à côté de ça, ça préjuge pas non plus la décision. Dire quels sont le nombre de décisions dans tous les outils de défense dont dispose la Commission européenne, aussi dans d'autres secteurs. Je pense au règlement européen contre les subventions étrangères. Enfin, ça a été activé 2 fois, quoi, pour se plaindre de la concurrence chinoise, alors que on voit très bien comment les Chinois s'intéressent à la production de lait, à notre production de porc. Bah ouais, alors on en parle tout de suite des Chinois, Nicolas. Là, à Noël, c'est pas gentil, hein. Alors ça, j'ai entendu le matin à RTL, le président d'Interpro dit « Ah, c'est pas fair play ». Parce que nos amis chinois nous mettent des taxes sur les produits laitiers. Et là, nos amis du secteur du lait, c'est pas fair play, quoi. C'est le seul mot qui est revenu à la bouche. Moi, les bras m'en sont quand même un peu tombés, quoi. C'est la seule chose que la personne a su dire. C'est pas fair play. C'est comme si notre ami nous avait déçus. Mais est-ce qu'on n'a pas une espèce de naïveté en France ? Enfin, les Chinois, on le sait très bien, c'est inscrit dans les 10 priorités qu'ils ont devenir leader en agriculture, leader dans tout. Et nous, on fait toujours comme si on découvrait les choses. Donc, ils découvrent les taxes et puis tout d'un coup, ils se rendent pas compte que, en fait, les Chinois, les Chinois, ils veulent protéger leur... voilà, tu veux m'ennuyer sur ça, moi, je t'ennuie sur autre chose et toi, tu t'en rends pas compte. Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer une telle naïveté de gens qui dirigent des interpros, quoi ? Bon, alors moi, c'est compliqué pour moi de répondre à leur place. J'en ai croisé souvent. Non, mais sur cette affaire du lait, qu'on a eu à Noël, quoi. Je pense que ils sont trop rivés sur la com et pas assez sur la stratégie, en fait. Ils pensent que... et puis sur l'énumération des problèmes avec une forme de chantage au mal-être auprès du décideur politique et de l'abandon. Donc je dis pas que c'est pas vrai, mais je pense que les discours de mal-aimé, en revanche, c'est clair, ça passe pas, quoi. Il faut retrouver autre chose. Il faut que le monde agricole soit une solution pour les attentes de la société. Et les attentes de la société, et ça se construit avec lui. C'est l'enjeu de la souveraineté alimentaire que vous portez et qui est priorité numéro 1. C'est quand même pas une marchandise comme une autre. D'abord, on en a besoin pour se nourrir. Les Chinois l'ont très bien compris. Ils savent ce que c'est que la dépendance. Ils essayent de sortir de la dépendance et de la créer chez les autres. C'est ce que vous décrivez, mais il n'y a pas que eux. Les pays du Golfe, par exemple, qui sont extrêmement riches. Ils investissent aux États-Unis et dans l'Union européenne. Je crois qu'un des premiers bénéficiaires de la PAC en Roumanie, c'est un pays du Golfe. C'est pas dans le pays du Golfe qu'on verse les subventions de la politique agricole commune. C'est en Roumanie pour des terres en Roumanie, mais ils les ont acquis au fur et à mesure parce qu'ils savent très bien que c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'on leur vendra. Si on en a besoin nous-mêmes. Donc même s'ils sont très riches, on ne leur vendra pas forcément si la satisfaction de nos populations n'est pas là. Donc c'est pas une marchandise comme une autre, l'agriculture. C'est le produit agricole et sa transformation. J'insiste beaucoup sur la transformation parce que c'est la manière de garder la marge. Moi, il m'est arrivé d'aider avec valeur, du droit ou des fonds européens, des petites exploitations. Et quand on arrivait à les faire travailler ensemble et les faire transformer, j'oublierai jamais, ces exploitations qui font un excellent jambon à la frontière espagnole dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est précis, hein. Hyper savoureux, Et un exploitant qui avait 16 hectares et 60 cochons, normalement, il n'est pas très rentable. Dans une logique productiviste d'expansion, par sa logique de transformation et de valorisation, il est super rentable et son jambon peut être vendu, sorti de ferme, 75 €. On le retrouvait jusqu'à 200 € le kilo sur les marchés. J'en ai même vu qui vendaient, même aidés, où l'administration française
les enquiquiner alors qu'ils exportaient du jambon dans des pays du Moyen-Orient quand même. Alors qu'ils n'étaient pas des gros consommateurs de ça, ils vendaient et on était excédentaires. Et nous, Français, qui sommes défoncés, qui avons un commerce extérieur absolument dramatique, on n'est pas foutus d'aider ceux qui vendent du jambon au Moyen-Orient. Sauf que ça, c'est un problème de vision et puis derrière d'organisation. C'est l'articulation entre les deux et de nouveau d'intelligence économique. Et l'intelligence économique dans le secteur, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous portez et c'est ce qui manque. Parce que c'est justement faire bosser ensemble des gens qui se ressemblent pas et qui sont utiles. Est-ce que vous trouvez que c'est alertant? Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est inquiétant. On parle toujours de souveraineté européenne, on parlera tout à l'heure de la souveraineté française, on parle de souveraineté européenne, mais quand on voit en définitive, par exemple, l'Ukraine, qui importe ses produits agricoles faits maison, comme ça, bon, ils sont dans l'Union européenne quasiment, les accords du Mercosur, est-ce que c'est une réalité encore, la souveraineté agricole européenne? C'est quelque chose qui est crédible, que ça peut exister c'est quelque chose qui a une réalité ou plus du tout? Je crois que, et c'est très lié d'ailleurs au Mercosur, je crois que c'est très bien de le formuler ainsi. La problématique, à la limite, c'est pas un accord. Quand il y a un accord de libre-échange, honnêtement, on peut l'encaisser. Le problème, c'est 100 000 tonnes de bœuf avec le Mercosur, mais avant, c'est 100 000 tonnes de bœuf avec machin, et puis avec tel autre pays, c'est 100 000 plus 100 000 plus 100 000. Et c'est à un moment donné, et c'est ça, c'est l'accumulation des différents accords qui crée le déséquilibre. Et en matière agricole, il y a des effets de seuil, quoi. Si on ne vend pas, je sais pas, 110%, 80% ou plus de sa production, eh ben, ça engendre la faillite totale. Donc la grande difficulté de l'accord du Mercosur, c'est que ce n'est pas un accord il est pris isolément, alors qu'il faut le prendre dans le cadre de l'ensemble de ce qui est conclu. Et l'Europe a conclu toute une série d'accords de libre-échange en matière agricole ou d'autres accords avec toute une série de pays. Et le premier pays avec lequel on fait n'importe quoi, c'est clairement l'Ukraine. Il est totalement anormal. On n'est pas les seuls d'ailleurs à être exposés. Je crois que le premier producteur de poulet et de porc en Espagne a été racheté par un Ukrainien. Enfin, c'est complètement anormal. Et pourquoi l'Ukrainien l'a racheté? Parce que les Ukrainiens ont pu, dans des conditions de dumping inacceptables, inonder les marchés européens. Il n'est pas normal qu'en France, on soit inondé de poulets ukrainiens. Alors, on promeut le bien-être animal, on promeut des règles de production, on promeut les normes sociales pour les travailleurs, on promeut, etc. Enfin, l'Ukraine, ça répond à aucun de ces critères-là. Et zéro confusion, hein. C'est pas le problème, c'est pas d'être pro-russe. Moi, je suis pas du tout pro-russe. Je considère que les Ukrainiens sont agressés et qu'il faut aider l'Ukraine. Mais c'est pas à nous, en affaiblissant nos productions nationales. C'est vrai pour l'Ukraine avec l'agroalimentaire ou l'agricole, comme sur le reste. La décision de l'Union européenne d'abandonner les droits de douane de ce qui est produit en Ukraine vers l'Union européenne, alors qu'à l'inverse, les Ukrainiens, ils ont mis des droits sur ce qui part de l'Union européenne vers chez eux, est une discussion. C'est d'abord cynique, mais en plus d'être cynique, c'est complètement productif. En quoi une France appauvrie dans un de ses fondamentaux qui est l'agriculture, pourra aider demain davantage l'Ukraine. Mais non, c'est un non-sens. C'est une vision totalement court-termiste. Et en plus, souvent, on n'aide pas l'Ukraine. Hein. Qui est allé investir en Ukraine? Intéressez-vous à Smithfield. Donc, ce n'est pas vraiment des Ukrainiens, c'est des Américains, des Chinois, qui sont allés investir en masse là-bas. Il y a quelques Français aussi, d'ailleurs, qui ont pu le faire. D'ailleurs, pas mal l'ont regretté. Parce que les logiques d'opportunité court-termistes sont jamais très rentables, si ce n'est que les Américains, ils font pas ça. Et puis, ils le font souvent avec des offres conjointes. On avait connu ça aussi en Roumanie. Moi, je me rappelle d'un dossier, les Roumains sont vraiment des gens que j'aime beaucoup, d'ailleurs, assez proches de la France, mais c'était pas eux les responsables. Et on avait des investissements Smithfield en Roumanie qui avaient détruit 1000 emplois dans la filière porcine dans le nord de la France. Et là-bas, il y avait des offres conjointes. C'était un tracteur John Deere et puis des engrais si derrière vous acceptez que votre exploitation soit, c'était un peu plus que franchisé par Smithfield. Et puis des coûts de production. Et tout ça revient sur les marchés en France sans
Contrepartie. sans aucune limite, puisque Ouais. c'est la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur européen, et ça fout en l'air. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut parler parfois crûment pour dire Ouais. les choses telles qu'elles sont. Des pans entiers de Ouais. notre agriculture. Si je me refocus, et après on va parler assez longuement de la France, si je me refocus toujours un peu sur l'Europe et sur cette fameuse souveraineté européenne, est-ce qu'on n'est pas en train de déléguer la partie agricole en dehors de l'Europe? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dépendant, en fin de compte, de choses que franchement, c'est pas intéressant, puis ça nous aide pas dans le Green Deal, et est-ce que ça nous aide pas dans le machin, à d'autres personnes en dehors de l'Europe? Enfin, l'allure tel que c'est présenté, et quand je vois les choses, par exemple, quand je vois que quasiment 70% des poulets qui sont en restauration en foyer, c'est des poulets qui viennent des pays de l'Est. Enfin voilà, c'est pas un poulet. Enfin, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est pas inquiétant de déléguer toute notre alimentation en cas de coup dur et les coups durs, ils vont arriver, hein, on les voit bien arriver. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est une mauvaise vision que j'ai de la chose, ou est-ce que c'est réellement comme ça? Moi, je peux me tromper, hein, je suis pas la science infuse, mais j'ai cette impression qu'on délègue en fin de compte notre alimentation à d'autres. En fait, la question se pose, et elle se pose comme ça, je pense. La réponse est complexe. L'Europe reste quand même une puissance agricole et agroalimentaire extrêmement exportatrice avec des excédents. Les excédents, ça peut aussi des fois générer des logiques de trompe-l'œil. Ouais. Le problème de la France, dont on parlera après, c'est que c'est un pays qui produit plutôt de la matière première agricole, mais qui ne les transforme pas. Ouais, Donc abandonne les marges. Ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la fragilité du monde agricole français. L'Union européenne, c'est un peu différent. L'Allemagne, par exemple, est devenue une grande puissance agroalimentaire. Je regardais régulièrement les stats d'Eurostat. Sur le fromage, on pourrait penser que c'est la France. Et puis il y avait une pub des Pays-Bas qui disait nous sommes l'autre produit. Et l'autre pays du fromage, pas du tout. Le premier producteur de fromage, 22% de la production européenne, c'est l'Allemagne. La France est deuxième avec, je crois, quelque chose comme 18% ou 19%. Sachant qu'on se fait quand même attaquer sur nos fromages qui ne sont pas pasteurisés, qui commencent à poser problème. Plein la figure. Et ça, ces attaques-là, elles sont extrêmement ciblées. C'est même pernicieux. C'est jamais... ça peut arriver, que ce soit frontalement des logiques d'autorisation ou de sortie du marché. Mais la plupart du temps, c'est fait pour renchérir des coûts de production. Et quand on renchérit un coût de production, on vulnérabilise une exploitation ou une entreprise de transformation, ce qui veut dire que soit on génère sa faillite et elle dégage des marchés, donc on élimine un concurrent, soit, et souvent c'est plutôt ça qui est opéré, par des logiques de mise aux normes, même des entreprises rentables ne trouvent pas de financement. Et comme elles ne trouvent pas de financement pour se mettre aux normes, elles se font racheter pas cher. Parce que plutôt que d'éviter la faillite, ils vendent. Parce que c'est plus intéressant quand même de vendre que d'être en faillite. Au moins, on en retire quelque chose. Et tout ça est fait plus pour vulnérabiliser. Donc, en gros, on va davantage... J'utilise souvent cette expression qui est celle du Code pénal français, disposition de l'article 132-75. C'est une arme par destination. Une arme par destination, c'est quelqu'un prend sa voiture, il va foncer pour délibérément blesser quelqu'un. On ne considère pas que la voiture, c'est un accident. On va retenir un élément intentionnel dans le but de blesser ou de tuer. C'est ce que dit le code pénal. En économie et en droit économique et en droit européen de l'économie, c'est pareil. On va utiliser le droit dans l'intention de tuer ou de blesser. Et blesser, ça permet d'aller racheter une exploitation pas chère. Et souvent, ça, c'est pernicieux avec des changements de mise aux normes. C'est souvent les plus gros qui les déclenchent parce qu'ils savent que les plus petits ne pourront pas suivre. Et donc, pour résister, parfois on trouve les solutions dans la filière, parfois on doit aller les chercher ailleurs, notamment dans la production d'énergie, en diversifiant l'activité de l'exploitation pour pouvoir financer la mise aux normes et organiser la survie, mais de pans entiers d'économie. Et là, il faudra aussi en parler, une grande responsabilité des politiques territoriales qui ont, en France, un rôle déterminant à jouer. Ça me fait penser à un dossier sur lequel vous avez travaillé au printemps qui concernait les scores nutritionnels et sur lequel, en fin de compte, en France, on ne se rendait pas compte de la dangerosité si cette loi passait, cette directive passait, en fin de compte, ce que ça engendrait pour nos filières. Mais comment vous expliquez un tel aveuglement? Et puis, comment vous expliquez qu'en Europe, on soit si peu présent
et qu'on n'ait pas su, enfin qu'on ne sache pas défendre ce type de dossier et qu'on ne se rend pas compte du danger et que même les propres personnes qui sont menacées ne se rendaient pas compte de ce danger. Comment vous expliquez ça? Mais c'est de la désorganisation à l'état pur. Il y a peut-être aussi en amont un défaut de formation. Où il faudrait initier plus de formation auprès de la filière agricole, agroalimentaire. Il faut les former, il faut leur expliquer comment ça marche, il faut décrypter, il faut travailler des cas. Il faut faire ce qu'on fait, par exemple, avec les industriels en matière de risque Céveso. On teste, par exemple, le risque Céveso d'une usine chimique qui pourrait exploser à côté d'une ville, etc. On ne teste pas le risque d'une méthode de calcul décidée par l'Union européenne qui va venir déclasser complètement une production agricole. Alors, au départ, c'est technique. On a l'impression que la méthode de calcul, c'est quoi? C'est des maths appliquées. C'est un truc extrêmement complexe. Ben non, c'est une alliance de gens qui ont des intérêts communs alors qu'ils ne se ressemblent pas. De gens qui veulent, par exemple, plus nous faire manger de viande, avec des industriels de la malbouffe et puis des cabinets conseils qui vont surfacturer des techniques d'évaluation pour ensuite être déclassés. Ce qui aura pour conséquence d'abord en termes marketing que le produit il est dévalorisé, mais pire que ça veut dire que les réseaux de distribution finiront par plus les distribuer et ils vont sortir des marchés. Et ça, c'est catastrophique. Donc comment on fait pour compenser ça? D'abord, il faut s'entraîner, il faut faire cette logique un peu de formation, mais c'est pas théorique, c'est des stress tests. Comment on le fait? On teste ça. C'est de dire voilà, quel est le problème? Et ça, c'est de la prospective, c'est de l'importance de ce boulot de prospective, c'est de dire voilà, il y a ces scénarios, ils peuvent vous arriver, et si ça vous tombe dessus, comment vous organisez? Vous allez voir qui. Puis il y a un bel exemple sur le raisin que je raconte souvent d'ailleurs sur le sujet, en disant les Italiens un jour arrivent au Parlement européen, on l'a vu, on voit tout par les questions parlementaires, on voit les remontées des jeux et des coups de l'adversaire. Donc arrivent en hurlant en disant mais on vend plus de raisin, du raisin de table, donc pas du raisin pour faire du vin. Ils disent on vend plus de raisin dans l'Union européenne. Nous on vend à 1,20 € le kilo en sortie de production et puis on subit des importations par les ports de Rotterdam et des stratégies néerlandaises qui sont allées en Afrique, en Turquie, produire l'équivalent de notre raisin, avec des fonds européens en plus, d'aide au développement, et puis qui derrière le réimporte en étant à moitié prix. Et je dis souvent, en France, ça nous arrive, on va voir qui, on fait quoi, comment on l'anticipe, et peut-être mieux, si avec nos producteurs, on veut faire le coup à d'autres, il n'y a pas de raison non plus de ne pas être à l'offensive. Clairement, on n'est pas organisé en défensif, sur la base de la directive Green Claims, des allégations environnementales que vous évoquez, parce qu'à la base, c'est pas vraiment de l'agriculture, c'est pas vraiment, ça concerne, il y a l'alimentation, mais on l'a fait aussi des méthodes d'évaluation des textiles, il y a des trucs, donc, tout ça, ça se dilue, puis parfois il y a des dossiers qui sortent par la fenêtre et qui rentrent par la porte, ou l'inverse, qui sortent par la porte, qui reviennent par la fenêtre. Tout ça, ça se travaille, donc il faut à la fois se former, s'entraîner. Il faut faire beaucoup de prospective, beaucoup d'anticipation, faire des études de cas, des scénarios, et puis s'entraîner. Les meilleurs dans l'entraînement, c'est quand même à la base, c'est les militaires. Eux, ils ont la culture de la manœuvre et du Rotex. Les pans entiers de l'économie française, non, ils font pas ça. Donc quand on fait pas ça, on arrive en bout de course. Souvent, il est trop tard. On est en deuxième lecture. Là, c'était... c'est les pompiers. Voilà, c'est de se dire, comment je bouche les trous, comment je sors de là, est-ce que je négocie des exemptions. Donc, l'Europe façonne des modèles économiques en matière agricole et agro-environnementale tout le temps. Et on prend rarement les gens par surprise. Ce texte-là, cette genèse-là, est née de programmes de recherche qui ont été financés par la Commission européenne dans les années 2010 quand même. Donc on aurait pu voir venir le coup quand même. Non, on n'a pas cette anticipation en France et du coup ça me pose quand même la question, est-ce que la France elle a encore une place? Alors moi je parle d'agriculture, je ne connais pas tous les sujets et heureusement. Est-ce que la France elle a encore une voix et une place en Europe au niveau de l'agriculture? Est-ce qu'on l'entend? Parce que là très clairement la directive dont vous parliez pénalisait la France, pénalisait sûrement d'autres pays, mais pénalisait vraiment la France. Et en vérité, oui, peut-être, pourquoi pas et tout. Est-ce qu'on a une vraie place encore? Est-ce qu'on a une vraie voix en termes agricoles? Et en fin de compte, si on n'a plus une voix agricole, mais comment on peut avoir une place au niveau européen? Et même au niveau mondial? Mais si on perd l'agriculture, on perdra le reste. C'est l'histoire de l'humanité qui nous l'enseigne. C'est même l'histoire des guerres.
Qu'est-ce qui a fait que des guerres ont pu être gagnées par les armées françaises quand elles étaient performantes? Historiquement, et quand on remonte à assez loin, c'est parce que les soldats, ils étaient bien nourris. Et bien nourris, ça veut dire avoir assez à manger et manger de l'alimentation de qualité. Bon, ça n'est pas vrai que pour l'agriculture, ça, mais il faut vraiment considérer, c'est aussi vrai d'ailleurs sur les questions énergétiques, l'énergie, c'est pas un bien comme un autre. Hein, mais de l'agriculture particulièrement. Donc, la question, de nouveau, l'Europe, c'est aussi nous, tous décident par le truchement européen. C'est pas moi qui suis en train de parler d'une lobby. Moi, j'y suis arrivé d'ailleurs un peu par hasard dans l'Union européenne il y a 30 ans, et j'y suis resté parce que j'ai considéré que j'étais utile au mien, j'étais utile à mon pays et aux intérêts économiques qu'il défend. Et j'essaie toujours d'ailleurs de ne pas les opposer. On aura toujours tendance à vouloir nous opposer, nous diviser. Et même les autres Européens, ils cherchent à nous diviser dans les intérêts. Dans le Mercosur, ça a été même diabolique. Certains États membres, alors, on va parler au conditionnel, on n'a pas de preuves absolues. Mais enfin, vous savez, les juristes, ça travaille sur des bases de faisceaux d'indices graves et concordants. Donc, c'est largement suffisant. Où la France était attachée aux stratégies d'approvisionnement en matières premières qui venaient de l'Amérique latine, certains États membres sont allés sont allés former, aider, à donner des arguments et des méthodes de négociation à nos co-négociateurs en face, en leur disant intégrer ça dans les négociations parce que c'est une demande des Français. Vous allez mettre les Français dans les contradictions. S'ils ne veulent pas du Mercosur, ils n'auront pas la stratégie d'approvisionnement sur les matières premières. C'est diabolique. A été aussi publiée une étude par le Parlement européen qui expliquait l'influence de la Chine en Amérique latine. Oui. Pourquoi c'est fait ça? Ça, c'est fait. Alors d'abord, c'est vrai. Oui, il faut pouvoir l'observer. Et ça, c'est le boulot et c'est très utile d'avoir cette étude-là. On ne néglige rien. Mais elle n'a pas que cette fonction, cette étude. Elle a aussi une fonction d'influence et de déstabilisation des Français. Comme nous, on n'arrête pas de dire, et on a raison, qu'en Afrique, il faut contrer, et l'Afrique d'ailleurs sur le plan agricole, c'est un partenaire super intéressant, même pour les productions d'engrais, ils ne valorisent pas toute une série de choses, et ça pourrait être gagnant-gagnant, et pour eux et pour nous. On a 150 milliards d'euros avec la stratégie Global Gateway, la part agricole de tout ça, elle est ridicule, et c'est du savoir-faire français qu'on exporterait, qu'on pourrait réimporter, revendre à d'autres Européens, avec les Africains, main dans la main, pour aller revendre ça à tout le reste de l'Europe, comme font les Néerlandais avec les Chinois, quand ils importent de Chine pour revendre contre l'ensemble des autres Européens. Il n'y a pas de raison d'être moins organisé et moins efficient que les autres. C'est culturel de ne pas être organisé comme ça ou franchement... Moi, j'ai toujours l'impression qu'on a l'impression que... Enfin, l'impression d'avoir l'impression, ça, c'est de la phrase, qu'on va jamais... qu'on n'est pas... En fin de compte, on a 27 amis à l'Europe. On n'a pas 27 amis. Non. Non, on n'a pas 27 amis. Non, mais d'ailleurs, l'Europe, elle n'assume pas ça. L'Europe, c'est le vecteur de puissance de ses membres. Je ne fais pas du placement de produits dans notre échange, mais on vient de publier dans la revue l'Audace, et c'est ce que j'explique en expliquant justement avec le support du temps et de la réflexion que depuis des années, l'Europe, ce qu'elle veut, c'est des champions dans le monde. Et donc, elle organise la concurrence entre Européens. C'est pas collaboratif, l'Europe. C'est compétitif. Et de cette compétition-là, naît des champions, et des champions ensuite qui exportent dans le reste du monde. Donc, et la France, elle n'a pas compris. Non, la France, elle pense que l'Europe, elle est un peu à contre-emploi. C'est-à-dire que soit il y a des bisounours qui nous vendent le projet européen tel qu'il n'existe pas, soit on a des gens qui tirent sur le pianiste, qui tirent sur le système, mais qui réfléchissent pas à comment profiter pour notre intérêt. Et aujourd'hui, personne ne propose de sortir de l'Union européenne. Personne dans la classe politique ne le propose. Donc, il y aurait des avantages, des inconvénients à le sortir. C'est un débat qui est souvent très invalidant en France. Bon, tant qu'on n'est pas sorti, le seul enjeu, c'est comment on s'organise pour peser dans le dispositif. Et je suis passé vite justement, quand j'évoquais cette étude sur l'implantation chinoise en Amérique latine, c'est aujourd'hui utilisé pour et contre les Français et notre position sur le Mercosur pour nous dire faut signer le Mercosur, parce que si on ne signe pas le Mercosur, on va laisser la place aux Chinois. Donc ils ont observé
nos partenaires concurrents européens, c'est le bon terme. On coopère sur certains sujets, mais on est aussi en concurrence avec eux. Ça se fait comme ça. Et ce partenariat concurrence entre Européens fait qu'ils ont regardé ce qu'on dit avec l'Afrique en disant il faut bloquer les Chinois en Afrique et davantage mettre d'argent sur la coopération Europe-Afrique, et notamment dans le domaine agricole. Et puis, ils ont renversé le truc en produisant une étude avec le drapeau européen, avec les étoiles, financée par le Parlement européen pour venir dire mais attendez, Français, vous êtes en pleine contradiction. Si jamais vous signez pas le Mercosur, vous allez laisser des Chinois là-bas. Mais pas du tout, pas du tout. De même que on peut aider notre industrie à être davantage présente, et elle est très présente, et il ne faut pas la négliger en Amérique latine. Au Brésil, la France, c'est un des premiers investisseurs. Ouais. C'est un partenaire super important, très précieux, avec lequel il faut avoir une relation privilégiée, et en même temps, arriver à négocier avec eux un gagnant-gagnant, quoi. Pas une espèce d'accord qui va finir par un étranglement de nos agriculteurs. Oui, et des gens bien des deux côtés. Mm-hmm. On va parler encore toujours un peu d'Europe. C'est vous qui avez fait un post il y a quelques temps sur LinkedIn. Nous parlons de alors moi j'ai découvert l'organisation Eurocommerce. Alors là, c'est des gens de la grande distribution. Et en fin de compte, que ce soit Eurocommerce et nos partenaires allemands qui ont saisi en fin de compte la Commission européenne pour attaquer quelque chose dont nous sommes très fiers en France, c'est Egalim. Alors là, moi, je suis tombée un peu de l'échelle parce que quand j'ai regardé qui était dans Eurocommerce, et là, j'ai vu des Français. Donc, je me suis dit, il y a des Français à Bruxelles qui attaquent des dispositions françaises, alors qu'en France, ils chantonnent qu'ils sont pour les produits français et qu'il faut que leurs approvisionnements dans leurs grands magasins est français, alors que c'est eux qui, en Europe, nous attaquent. Alors là, moi, c'est une gymnastique que je comprends pas. Si je la comprends, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Si. Je la comprends, mais moi, je me dis, mais c'est pas possible. Voilà, c'est bisounours. Je me dis, mais c'est quand même pas possible que des Français s'attaquent à des Français, alors que sur le territoire français, oui, on ne peut pas citer les noms, mais on les connaît, disent, mais nous, c'est de l'approvisionnement, nos agriculteurs, on les aime, on les accompagne, on les machin, et on les attaque de frontal sur Egalim 3. Bon, il y a des noms qu'on peut citer, parce que cette affaire, avant d'être attaquée et d'être très relayée d'ailleurs par une parlementaire allemande au Parlement européen, qui par question parlementaire harcèle la Commission européenne en disant que la loi Egalim, c'est du protectionnisme. On a aussi des attaques qui viennent de l'Espagne, d'ailleurs. Tout ça est totalement consultable sur des bases ouvertes bien sûr. Du Parlement européen, en disant qu'en gros, on fait du verrouillage de marché et du protectionnisme par Egalim, ce qui n'est pas vrai, mais qui avait donné lieu à ce qu'on pourrait qualifier d'un contournement de la loi, il y a quelques années, où les centres Leclerc ont créé un hub en Belgique pour importer depuis la France exporter depuis la France en Belgique, pour ensuite revendre depuis la Belgique vers la France, et ainsi contourner un certain nombre de dispositifs. Bercy leur a infligé, tout ça est dans la presse, c'est archi connu. Donc oui, c'est documenté. C'est documenté et n'a aucun caractère diffamatoire. Je le raconte d'un point de vue factuel, et d'ailleurs les centres Leclerc s'en défendent parfaitement dans les médias, en disant que c'est l'intérêt du consommateur de faire ainsi, et ils ont invoqué le droit de l'Union européenne, de la libre circulation des marchandises, on pourra dire, on fait pas ça. Ce qui fait que la décision de Bercy, qui leur infligeait quand même 117 millions d'euros d'amende pour contourner la loi, était venue devant le juge européen, et Leclerc a plutôt gagné dans la décision, même si le juge communautaire ouvrait des voies pour protéger et soutenir que la France aurait pu agir, mais avec d'autres moyens de droit que ceux qui étaient mis en œuvre pour sanctionner cette pratique de la distribution.
Et je crois d'ailleurs que les centres Leclerc ne sont pas les seuls à faire ça. Hein. Oui. Je n'ai pas de liste nominative, c'est pas le sujet, mais c'est ce que la presse a reflété. Ouais. Et je me cale uniquement sur des articles qui sont publiés et très facilement accessibles. Et il est évident que ça montre aussi une carence française. C'est-à-dire que ce qu'on a pensé pour la loi Egalim, on aurait pu essayer de porter ça à l'échelle européenne. Et donc, ça pose la question de notre influence et de la manière dont on travaille ensemble. Les autres pays travaillent en war room, secteur public, secteur privé, main dans la main, pour produire de l'influence en Europe et créer des modèles économiques, socio-économiques, culturels. Il y a aussi des éléments culturels d'ailleurs dans tout ça. Ce boulot-là, il n'est pas fait. Et donc, comme il n'est pas fait, les autres ne travaillent pas comme nous. On n'exporte pas nos modèles dans l'Europe, nos modèles économiques, nos modèles vertueux. Et la loi Egalim, d'ailleurs, elle est plutôt pas mal. Moi, je la défends. Mais enfin, on pourrait l'imaginer un peu plus performante. Hein. On pourrait faire encore mieux. On est en Egalim 2. On pourrait la muscler et puis la renforcer pour encore mieux protéger nos producteurs intelligemment. Mais les Allemands disent, mais du coup, vous nous empêchez de venir sur votre marché avec Egalim 3, on les empêchait de venir sur le marché. Donc du coup, ils disaient qu'on contrevenait aux lois de la libre circulation des marchandises en Europe. Oui, on crée une logique de concurrence déloyale. Ouais. Et à côté de ça, quand on regarde d'autres éléments de la politique de concurrence, moi j'ai été effaré de constater que les Pays-Bas, qui n'ont pas le nombre d'exploitations de la France, qui ont moins de superficie agricole, qui ont moins d'exploitation, ils pratiquent direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Donc, pour le décideur français, cette source-là, elle est inattaquable quand même. Elle est d'une fiabilité absolue. Eh bien, les Pays-Bas, ils font plus d'aide avec leur propre argent vis-à-vis du monde agricole que nous n'en faisons nous. C'est quand même pas normal de manger des tomates néerlandaises qui n'ont pas forcément beaucoup de goût en France. C'est-à-dire, nous, on devrait être un des pays les plus producteurs, et quelles que soient les filières, d'ailleurs, sans les opposer. En bio, on devrait être numéro 1 en Europe, en agriculture dite raisonnée, numéro 1, et puis en culture aussi, peut-être plus extensive, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas bon non plus. Il ne faut pas opposer les modèles. Il faudrait jouer des trois super intelligemment, défendre les trois en parallèle. Ils ne sont pas forcément concurrents si c'est bien fait. Et puis projeter nos intérêts sur l'ensemble du marché intérieur. C'est-à-dire que nous, en France, on a une culture très défensive, un peu de bidouillage, qu'on pourrait appeler post-colbertiste, c'est-à-dire du droit de tirage un peu sur la bête, et puis, etc. Et on n'a pas cet esprit conquérant, offensif, d'intelligence économique offensif qui serait nécessaire, et à la fois pour exporter, mais aussi pour mettre en place en Europe des référentiels, des modèles, et notamment celui d'Egalim, ce qui serait la garantie qu'on ne viendrait pas l'attaquer ensuite chez nous et qu'on pourrait le porter. La seule petite arme qui nous laisse un peu de liberté, c'est l'économie circulaire, les circuits courts, mais ça sature vite. Moi, je défends à fond les circuits courts, je pense ça super bien. Le problème, c'est qu'il faut aussi des circuits au long cours, parce que sinon, nos exploitations, elles n'ont pas de rentabilité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut prospérer, cette histoire-là des Egalim en Europe qu'on attaque? Est-ce que ça peut prospérer, ou est-ce que c'était vraiment un petit coup d'épée pour mettre un petit coup de pression, un coup de stress, ou est-ce que vous pensez que ça peut prospérer? Non, il y a vraiment une menace. Il y a une menace parce que d'abord, il y a des élus très importants, des États membres extrêmement influents. Une eurodéputée de CDU, ça pèse très lourd. C'est le relais de l'Allemagne au pouvoir derrière. Et derrière, il y a tout l'agro-business allemand qui se mobilise. Mais il y a aussi les réseaux de distribution que vous avez évoqués qui sont très actifs. Donc, c'est des lobbies extrêmement puissants. Et comment ça se fait qu'on n'est pas à l'attaque? Comment ça se fait qu'on n'est pas à la manœuvre? Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Enfin, moi, j'ai pas l'impression, pour suivre l'actualité européenne, puis je vous remercie sur votre compte LinkedIn, Nicolas, vous pouvez suivre plein d'actualités européennes. Comment ça se fait qu'on n'est pas en train d'attaquer, qu'on n'est pas en train de se défendre, qu'on n'est pas Pourquoi qu'on est là à attendre que... Mais on va faire du ping-pong. Moi, je lis le vôtre pour pouvoir trouver les raisons de défendre les nôtres. C'est vrai qu'on se suit quand même assez. Et c'est ça qui fait d'ailleurs l'efficacité. Et c'est ça qui manque. C'est la réponse à la question. C'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut sortir de notre isolement pour pouvoir justement être beaucoup plus en synergie
Il faut être très. Moi, je suis extrêmement respectueux du monde politique. Je connais bien, hein. Moi, Ouais. je ne cherche pas à leur bourrer le mou Ouais. ou à quoi que ce soit. Mais en revanche, il faut qu'ils soient alimentés en arguments et en arguments qui soient des arguments structurés comme Mm. étant possibles. Et bon, il faut expliquer à l'Union européenne qu'on ait une stratégie. L'Europe n'aime pas la souveraineté, elle aime la résilience. Donc, Mm. elle considère que la souveraineté, c'est un concept défensif qui fait perdre du business. C'est D'accord. un peu vrai aussi. Il ne Ouais. faut pas non plus l'oublier. Alors, en matière alimentaire, je pense que le terme est quand même très nécessaire parce Ouais. que c'est pas que du business. Mais c'est pas parce qu'on défend la souveraineté que non plus on ne doit pas avoir envie de projeter nos intérêts dans l'Europe. L'Europe, ça façonne des modèles économiques. Et ce que je disais en guerre cognitive, la manière de penser, quand on prend une décision, c'est basé sur des référentiels de think tank. C'est aussi de la guerre informationnelle derrière pour pouvoir véhiculer ça. Ces deux dimensions-là, il faut le faire. Il faut que le monde agricole y retravaille beaucoup plus au fond, la pensée, les modèles, et qu'ensuite, il s'organise d'un point de vue très fonctionnel pour les défendre, pour faire en sorte que les autres les reprennent. Et puis, vous savez, c'est du troc. L'histoire du raisin, pour Mhm. qu'on importe du raisin en provenance des pays, je ne sais pas, d'Égypte ou de Mm. Turquie, derrière, il fallait que les Néerlandais ils aient du soutien. Et Mhm. ce soutien, ils l'ont donné aux producteurs de pommes polonais pour qu'ils s'exportent aux États-Unis. Bon, on fait du troc comme ça. Il faut être capable de mettre dans la balance aussi les intérêts des autres pour défendre notre agriculture. Il faut aussi qu'on soit capable d'aller attaquer ou troquer sur base des intérêts d'autres États membres dans d'autres secteurs. Du coup, ça me fait penser à un post que j'ai fait ce matin, on est au mois de janvier, hein, je le rappelle, le 6 ou le 8. Le nouveau régime américain est sorti, enfin comment dire, recommandation du régime américain. Et moi, je suis toujours en train, alors les gens commentaient ce régime et tout, qui revenait plutôt à la viande, enfin bon, voilà, l'e-tainted, bon, un peu dépassé et tout. Et par contre, moi, je me disais, mais c'est quand même bizarre, tous ces pays qui commencent à être très, très à droite, ils parlent quand même de l'alimentation de manière très protectionniste. Je sais pas, il y avait une petite musique dans ma tête et je me suis souvenu d'un post que vous aviez fait sur Carrefour, la Pologne. Et je me dis, mais vrai que la Hongrie, les Polonais, les Italiens, ils sont devenus très protectionnistes. Ils ont un discours alimentaire qui est très protectionniste, très souverainiste et tout. Et je me dis, mais l'Union européenne, elle a plutôt tendance à être plutôt de droite, hein, on va dire, que de gauche. Et qu'est-ce que ça va dire de notre alimentation demain?